Nous allons commencer aujourd'hui la nouvelle semaine après les vacances. Donc on va essayer de continuer sur la lancée qu'on a déterminée avant les vacances avec les cours d'induction. Et on démarre le bloc de thermodynamique. Alors le bloc de thermodynamique, ça va être le dernier grand bloc, mis à part deux petites choses qu'on va faire tout à la fin, dans lequel on va étudier la grande science de la thermodynamique qui étudie en fait tous les échanges d'énergie qui peuvent avoir lieu entre différents corps. On va commencer par un premier chapitre un petit peu à part, c'est pour ça qu'il s'intitule T0, qui correspond à la statique des fluides et qui nous introduira à la notion de pression. Et c'est pour avoir une idée un petit peu claire. Donc on fera le début du chapitre. Après, la fin du chapitre, qui est beaucoup plus calculatoire, sera traité tout à la fin de l'année, puisque ce n'est pas nécessaire pour comprendre le reste de la thermo. Et par contre, ça sera des calculs qu'on pourra faire plus tard. C'est pas la peine d'y passer trop de temps maintenant. Bon, alors on va commencer par les définitions et notamment qu'est-ce que c'est qu'un fluide. Alors, un fluide, c'est un corps qui n'a pas de forme propre et donc qui épouse, n'ayant pas de forme propre, et épouse entièrement la forme de son contenant. En d'autres termes, épouse entièrement la forme de son contenant. En d'autres termes, c'est un matériau qui se déforme très très facilement et rentre dans la catégorie des fluides, à la fois tout ce qui est gaz et tout ce qui est liquide. Alors il peut y avoir des fluides qui sont un tout petit peu moins standards, par exemple l'asphalte. L'asphalte que vous connaissez, puisque c'est ce qu'on met sur les routes dehors, l'asphalte en fait a des propriétés fluides avec une très 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 forte viscosité, ce qui fait qu'en pratique on ne le voit pas, on n'a pas l'impression de le voir couler, mais en fait il est fluide. Alors il y a une expérience qui a été conduite par un professeur australien de l'université du Queensland à Brisbane, et donc le professeur Parnell en 1927, commence à remonter, a mis un échantillon d'asphalte dans une sorte de bécher avec une forme évasée comme ça et un trou en dessous. Il l'a fait chauffer parce qu'on sait que par contre à haute température l'asphalte devient fluide, donc il l'a fait chauffer. Il l'a mis dans son truc en verre, il l'a laissé refroidir tranquillement pendant un certain temps, et une fois que c'était bien froid et puis que ça correspondait bien à ce qu'on attendait d'un solide, il a coupé la partie en verre où il y avait une sorte d'écoulement comme ça, donc c'était fermé, il l'a coupé et il a attendu. Et alors, en attendant, il s'est rendu compte que, alors déjà il l'a laissé refroidir pendant 3 ans, donc il a attendu un certain temps, et donc en 1930, il a coupé, et en fait, on s'est rendu compte que goutte par goutte, en fait, et à raison, je crois qu'on en est à la 10e goutte en ce moment, à raison d'une goutte tous les 10 ou 15 ans, vous avez que l'asphalte a tendance à former une goutte et puis cette goutte finit par tomber. Alors la petite histoire dit que en fait personne n'a jamais vu tomber une goutte, on la voit se former au fur et à mesure des années et puis tout d'un coup on se réveille le lendemain matin, on va voir le système et hop vous avez votre goutte qui est tombée. Donc les dernières expériences en fait, la dernière goutte qui est tombée aux alentours des années 2000 correspondait au début de l'avènement
tout ce qui concernait les webcams. Donc ils avaient mis des webcams pour essayer de voir ça, mais sauf que la nuit où la goutte est tombée, il paraît qu'il y a eu une coupure de courant et donc on n'a pas vu tomber la goutte. Alors je ne sais pas ce qu'il en est maintenant de la dernière, parce que dans les années 2000, il y a dû en avoir une autre qui est tombée depuis. Donc je vous laisse rechercher sur internet pour voir plus d'informations concernant ce système-là. Voilà. Et alors, on a une définition supplémentaire qu'on va pouvoir prendre, la définition d'un fluide parfait. Alors le fluide parfait, vous allez pouvoir en parler l'an prochain pour ceux qui feront de l'hydrodynamique, enfin pour tout le monde en fait, puisque tout le monde fait de l'hydrodynamique. Donc le fluide parfait, c'est un fluide dont on est capable de décrire le mouvement sans prendre en compte les effets de viscosité. Donc on peut dire que c'est un fluide pour lequel les effets de viscosité sont négligés dans l'étude du mouvement. Effets de viscosité négligés pour l'étude du mouvement. Donc si vous arrivez à négliger la viscosité et à obtenir une bonne idée du mouvement réel de votre fluide, à ce moment-là, vous avez votre fluide parfait. Et on peut aussi dire que votre fluide parfait, il est parfaitement déformable à toute vitesse. Donc, quand votre système se déplace, vous pouvez vérifier que votre fluide se déforme. Et alors ça, c'est n'importe quel fluide n'est pas parfait à ce niveau-là, hein, puisque vous savez que si vous plongez dans de l'eau à une vitesse suffisamment importante, l'eau va répondre comme du béton, c'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger, hein, et elle ne va pas vous laisser rentrer tranquillement dedans, hein, si vous allez suffisamment vite, c'est comme tomber sur du béton. Alors bon, vous avez des fluides dits non newtoniens qui justement ont des comportements où cet aspect-là est mise en avant, puisque justement quand vous essayez de les déplacer rapidement l'un par rapport à l'autre, vous savez que ça va répondre en étant très solide, avec une viscosité qui va être très importante, alors qu'au contraire, quand vous appuyez tranquillement dessus, vous pouvez le déformer. Donc là, vous avez des exemples de fluides non parfaits, il n'est pas parfaitement déformable à toute vitesse. Alors, la notion qui va être la notion centrale de tout ce chapitre, c'est la notion de pression. Donc la notion de pression, il y a un aspect il y a un aspect qui permet de le caractériser, c'est si le fluide est au repos, on peut définir ce qu'on appelle la pression. Donc c'est pour ça que si le fluide est au repos, nous on ne s'intéressera que à ce système-là quand les fluides sont au repos. Quand les fluides sont en mouvement, il faut faire un petit peu plus attention, et là je laisse ça à mes collègues de deuxième année pour prendre toutes les précautions oratoires qui sont aux alentours de ça. Donc moi, dans mon cours, et cette année, on ne s'intéressera qu'à des fluides au repos ou à des fluides qui se déplacent en bloc et pour lesquels on va pouvoir bloc ou suffisamment lentement pour qu'on puisse considérer qu'ils sont au repos. Bon, alors votre fluide, s'il est au repos, on va pouvoir définir la pression en un point, et cette pression va induire une force. Donc si vous avez une surface par exemple qui est ici, qui est dans un fluide par ici, que ce fluide a une certaine pression P, eh bien votre surface va avoir un vecteur surface associé, donc on va l'appeler ds, puisqu'on va prendre une surface élémentaire. C'est le même principe que en induction, hein, pour l'expression de ce vecteur surface. Vous avez un vecteur surface qui va être perpendiculaire à la surface. On va toujours l'orienter du fluide vers la paroi. Donc le fluide qui nous intéresse, donc ça c'est à chaque fois du fluide vers la paroi. Et à condition d'avoir cette expression-là, vous allez avoir une force qui va s'exercer sur cette surface. Et cette force,
va pouvoir s'exprimer en fonction de la pression. Donc c'est simplement la pression que multiplie le vecteur surface. Donc la pression est en fait une force par unité de surface. Alors attention, attention, vous commencez à voir en mathématiques avec l'algèbre linéaire, on ne divise jamais par un vecteur. Donc là, je n'ai pas le droit de dire que P c'est df sur ds avec les flèches. Alors dans certains cas, on peut donner du sens à une notation qui s'approcherait de là, mais vous, à votre niveau, ne divisez jamais par un vecteur. En revanche, d'un point de vue dimensionnel, ça a la dimension d'une force, donc ça s'exprime en newton, ça a la dimension d'une surface, donc ça s'exprime en mètre carré, et donc le truc qui est au milieu, ça doit être des newtons par mètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pression? D'abord, c'est une propriété qui est éminemment locale. Locale, ça veut dire qu'elle dépend de l'endroit où vous êtes. Quand vous êtes à un endroit dans le fluide, vous n'aurez pas la même pression qu'à un autre endroit, pas forcément. Et donc, ça dépend du point où l'on place la surface. C'est une propriété qui est non vectorielle. La pression n'est pas un vecteur. Ce qui donne le vecteur, c'est le vecteur surface. Si vous orientez votre surface dans une autre direction, ça va pousser dans une autre direction et toujours perpendiculairement à votre surface. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est l'orientation de votre surface qui va du coup vous donner un vecteur qui sera toujours perpendiculaire. Donc la force a une direction, c'est une quantité vectorielle, mais la pression qui permet du coup de calculer cette force n'a pas de direction et la force va toujours pousser dans la direction du vecteur surface. Donc c'est une propriété non vectorielle qui est locale, qui s'exprime en un point du fluide. Elle se mesure en pascal. Donc le Pascal, de Blaise Pascal, le philosophe et physicien, mathématicien français qui a vécu dans les années 1600 et 1700. Donc en Pascal, et 1 Pascal, ça correspond à 1 Newton par mètre carré. Donc en gros, en fait, c'est pas grand-chose, puisque l'unité du système international, c'est ce qu'on appelle une petite unité, puisque celle qu'on utilise le plus souvent, c'est l'atmosphère ou le bar. Donc une atmosphère, ça va être 1,013 10 puissance 5 pascal. Alors, je ne vous le cache pas, une atmosphère, c'est la valeur, ce qu'on appelle l'atmosphérique standard, donc c'est la pression atmosphérique moyenne, enfin celle qu'on ressent le plus souvent. Alors bien sûr, après, la valeur change chaque jour en fonction de ce qui fait beau, pas beau, il y a du vent, il y a des nuages, etc. Mais ça vous donne une idée. Et cette atmosphère, du coup, on a fait une unité qui est relativement proche, c'est à peu près 1 bar, et 1 bar, par définition, c'est exactement 10 puissance 5 pascal. Et le bar est l'unité dans laquelle on a tendance à exprimer les choses de la vie de tous les jours, parce que c'est une unité qui est bien adaptée aux situations courantes. Donc, ça, à noter que la pression atmosphérique, si je regarde la pression atmosphérique, elle est en général entre 980 et 1040 millibars. Donc effectivement, avec l'atmosphère qui est à 1013, vous voyez que c'est à peu près une valeur moyenne qui entre là-dedans. Alors pour la petite anecdote, vous savez qu'en Alsace, on a eu une grande tempête à Noël 99. Et je crois vous en avoir déjà parlé, mais j'avais à l'époque une petite station météo extérieure à la maison qui mesurait la pression, et on pouvait voir la pression 6 heures avant, 12 heures avant, 24 heures avant. Et sur les 6 dernières heures, en fait, on avait une baisse
on était passé de 990 millibars à 960 millibars, ce qui est une énorme baisse. Et puis, vous aviez les tuiles qui volaient dans le jardin, donc c'était quand même assez impressionnant de ce côté-là. Et la dépression était relativement importante, hein, puisque le 960 a comparé à ce 980 qui se retrouve un peu plus souvent, mais qui est qui correspond déjà à un temps dépressif. Alors, le millibar, à noter, on appelle ça aussi l'hectopascal, puisque 1 millibar, c'est 100 pascal, et donc on utilise, c'est l'un des rares endroits où on utilise ce qu'on vous a introduit au primaire, avec l'hecto, le déca, le décamètre, l'hectomètre, etc. Là, on utilise de temps en temps l'hectopascal. Alors, dernière chose à définir, ce qu'on appelle les forces surfaciques et les forces volumiques, parce que ça va avoir une certaine importance dans la suite du cours. Donc, la pression, on a vu que c'était une force par unité de surface. Donc, c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle par définition une force surfacique. Donc, une force par unité de surface. Et effectivement, quand on veut obtenir la force qui correspond à la force de pression associée à une pression, on va multiplier par la surface sur laquelle s'exerce cette force de pression. Donc, on a cette force surfacique pour la pression, mais si on regarde les forces de pesanteur, par exemple, une force de pesanteur, on peut appliquer sur une masse dm dans un volume dv, ce dm du coup ça va être la masse volumique fois le volume. La force gravitationnelle correspondante, ça va être dm fois g, donc c'est ρ dv fois g, et on en déduit que le ρg, c'est ce qu'on va appeler la force volumique de pesanteur. C'est la force de pesanteur par unité de volume du corps qu'on est en train de considérer. Et on verra plus loin, tout à la fin, alors ça va être dans la deuxième partie qu'on traitera tout à la fin de l'année, donc CF à la fin, avec les équivalents, l'équivalent volumique des forces de pression. Donc on va avoir un équivalent volumique des forces de pression, et cet équivalent volumique va faire intervenir, comme la pression c'est une force par unité de surface et que moi je veux une force par unité de volume, il va falloir encore réussir à le diviser par une distance, et on montrera une expression qui dit que la force volumique, la résultante des forces de pression qui s'exercent sur un petit volume, et donc la force volumique associée va être en moins gradient de la pression. Ce sera l'occasion de vraiment introduire cette notion de gradient, mais là pour le moment on le garde pour tout à l'heure, donc ça sera pour quand vous relirez votre cours, pour pouvoir vous y retrouver un petit peu là-dedans. Bon, alors l'intérêt de ce chapitre, donc outre la définition de la pression qu'il faut garder à l'esprit, la pression c'est la force qu'un fluide va exercer sur une paroi, qui correspond à la force par unité de surface que le fluide exerce sur la paroi, et l'inclinaison de la paroi va changer la direction de la force, mais va pas changer la pression, ça c'est important, que la pression est la même quelle que soit la direction dans laquelle vous essayez de mettre votre paroi. On va essayer de regarder l'équilibre hydrostatique, qu'on appelle hydrostatique, donc équilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur.
terrestre. Alors c'est bien sûr transposable par exemple sur le Soleil pour essayer de déterminer la distribution de pression à l'intérieur du Soleil. Sauf que le champ pesanteur, dans ce cas-là, il ne sera pas constant, puisqu'à mesure que vous rentrez dans le Soleil, ça va devenir plus grand. Mais disons qu'à notre échelle, on va regarder comment est-ce que la pression évolue. Et là, je vais vous affirmer la loi qui donne ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'hydrostatique, et on la démontrera dans la deuxième partie du cours. Tout à la fin, c'est important comme démonstration, mais pour comprendre comment manier la pression, ce n'est pas tellement important. L'idée, c'est plutôt de savoir d'où est-ce que ça vient et comment ça se comporte systématiquement. Alors, c'est notre petit 1, l'évolution de P avec Z, et c'est la loi fondamentale de l'hydrostatique. Alors, donc cette loi fondamentale de l'hydrostatique, qu'on va démontrer un peu plus loin, elle nous permet de savoir comment est-ce que la pression dépend de Z. Alors déjà, le terme hydrostatique. C'est hydro parce qu'on est en train de parler, la plupart du temps, on a commencé à la nommer pour de l'eau, pour simplement regarder comment la pression évolue dans un certain volume d'eau. Mais ça va être généralisable à des gaz. Donc, par exemple, on va faire un modèle de l'atmosphère pour essayer de voir à quoi ça correspond dans un gaz, mais aussi à tout autre liquide. Si on prend du mercure, qui est un métal mais liquide à température ambiante, il vérifiera aussi la loi de l'hydrostatique. Et statique parce que justement ça ne bouge pas. On va étudier des systèmes qui sont au repos, donc on va regarder l'équilibre. Et justement, on va démontrer cette loi de l'hydrostatique en faisant l'hypothèse qu'il y a équilibre des forces de pression avec la force de pesanteur en l'appliquant sur un petit cube. Si vous avez ce souvenir d'équilibre des forces, tout ira bien. Et cette loi de l'hydrostatique va s'écrire dP sur dz, donc la variation de P avec l'altitude, c'est égal à moins ρg, où Z est orienté vers le haut. Donc on va toujours se placer avec un Z vers le haut. Comme ça, on ne se pose pas trop de questions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression, quand on est en train de monter, quand Z augmente, la pression diminue puisque sa dérivée est négative. Donc on a une pression qui devient de moins en moins importante à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère ou alors qu'on est en train de s'élever dans la piscine. Inversement, si vous êtes en train de descendre dans la piscine, vous savez bien que la pression qui s'exerce sur vous devient de plus en plus importante puisque vous le sentez au niveau des oreilles et vous avez besoin de compenser, ça veut dire placer votre main sur le nez comme ça et souffler un bon coup pour que insuffler un tout petit peu d'air derrière le tympan pour qu'il puisse rétablir l'équilibre de pression et ne pas avoir ne pas être trop sous tension et ne pas avoir trop mal aux oreilles. Donc ρ ici c'est la masse volumique du fluide considéré. Et G, c'est forcément l'accélération de la pesanteur, donc le champ de pesanteur à l'endroit considéré. Bien sûr, si vous êtes sur Jupiter ou sur la Lune, vous n'aurez pas la même chose. Si vous êtes à différents endroits de la Terre, ce ne sera pas exactement la même chose, mais globalement, en un endroit, ça va être à peu près uniforme et à peu près de l'ordre de 10 mètres à seconde moins 2. Donc, champ de pesanteur à l'endroit considéré. Donc, cette équation-là nous dit combien la pression, de combien de pascal la pression varie
pour une distance d'1 mètre parcouru. Le ρg, si on regarde ça, on avait encore ici, il s'agit d'une force volumique, donc c'est bien une force surfacique, c'est-à-dire une pression divisée par une distance, c'est une pression par mètre qui correspond à ce dp sur dz qui apparaîtra avec le gradient de p quand on fera la démonstration. Donc l'idée, c'est de se dire, quand je monte d'1 mètre, de combien change la pression? Si je regarde et que je me place dans de l'eau, donc je regarde la variation de la pression de l'eau, il faut que je prenne le ρ de l'eau multiplié par G. Alors la masse volumique de l'eau, vous savez que c'est 1 litre, 1 kg par litre, 1 litre étant un décimètre cube, il y a 1000 litres dans un mètre cube, plus, donc la masse volumique c'est 1000 kg par mètre cube, donc c'est du 10 puissance 3 kg par mètre cube, et G, on va dire c'est 10 à peu près, donc je me retrouve avec du moins 10 puissance 4 pascal par mètre, puisque ça va être une pression divisée par une distance. Et ce 10 puissance 4 pascal par mètre, donc c'est 0,1 bar par mètre. Ça veut dire que lorsque vous descendez dans de l'eau sur 10 mètres, vous avez 1 bar de pression en plus. Donc entre la surface, vous êtes à la pression atmosphérique qui fait à peu près 1 bar, et 10 mètres de profondeur, vous avez 1 bar de plus, vous êtes donc passé à 2 bars. Et on a tendance à dire, quand on fait de la plongée, que les 10 derniers mètres sont les 10 mètres les plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où le pourcentage de variation de la pression est le plus important. Vous avez multiplié la pression par 2. Ou inversement, quand vous passez brutalement de 10 mètres à 0, vous avez divisé la pression par 2. Ça, c'est un bon truc à savoir si jamais vous êtes coincé par 10 mètres de fond, emporté vers le fond par la chute d'un bateau, que sais-je, et que vous voulez essayer de remonter. Ce qui est important, déjà, c'est de réussir à sortir de votre bateau pour pouvoir nager vers le haut, mais aussi et surtout de ne pas arrêter de crier. Alors c'est rassurant parce que c'est le réflexe habituel, mais que va faire votre cri? Quand vous essayez de crier sous l'eau, vous avez une bulle d'air qui sort, et à mesure que votre bulle d'air sort, vous êtes en train d'expectorer de l'air. Le truc, c'est que si vous aviez gardé, en vous disant « attention, il faut que je garde mon air parce que sinon j'en aurai plus avant de réussir à monter », donc si vous gardez trop d'air à l'intérieur de vos poumons, vous avez la loi PV égale nRT. La température, c'est la vôtre, elle reste à peu près la même avant, enfin entre moins 10 mètres et la surface. La pression est divisée par 2, ce qui veut dire que le volume de gaz occupé dans vos poumons est multiplié par 2. Et avoir une multiplication par 2 de votre capacité pulmonaire, ça peut faire mal, il peut y avoir un problème des poumons qui risquent de sortir et de prendre trop de place. Donc il vaut mieux essayer de souffler votre air à mesure que vous êtes en train de monter. Et en règle générale, vous arriverez comme ça à vous en tirer. Donc sur 10 mètres, donc il y a 1 bar, alors ça c'est à retenir, tous les 10 mètres. Donc ça c'est pour l'eau. Le changement de pression est assez important. Donc, quand vous passez à 2 mètres de fond, vous avez déjà 0,2 bar. Je vous rappelle que 30 millibars, c'est déjà beaucoup. Donc 0,03 ou 0, on va dire 0,5, c'est déjà beaucoup atmosphériquement parlant pour faire une grosse tempête. Ce qui veut dire que quand vous avez 0,2 bar, vous commencez à le sentir au niveau des oreilles. Alors, contrairement à ça, vous pouvez avoir déjà ressenti ce problème au niveau des oreilles ailleurs, notamment quand vous êtes en avion, parce que quand vous montez en avion, vous avez l'avion qui monte, et vous vous retrouvez avec une atmosphère qui va avoir de moins en moins de pression, puisque d'après cette loi-là, la pression baisse à mesure qu'on monte. Si je regarde, alors bien sûr, dans l'avion, il faut monter beaucoup plus que simplement 10 mètres, pour commencer à sentir la différence de pression. Donc, il va falloir se dire, si je regarde la variation de la pression de l'air en fonction de Z, c'est moins le ρ de l'air fois G. La masse volumique de l'air, c'est à peu près 1,2 kg par mètre cube, on va dire 1. G, c'est environ 10, 81. Donc, je me retrouve avec du moins 10 pascal par mètre.
Donc en fait, 1000 fois moins, parce que là j'avais du 10 puissance 4, 1000 fois moins, et ce rapport 1000 vient simplement de la densité de l'eau comparée à la densité de l'air. Donc 1000 fois moins de variation de pression. Donc il faut 10 km pour une variation de 1 bar. Attention par contre, là je mets un gros si ρr était constant. Parce que autant l'eau, on va pouvoir considérer ça comme un fluide incompressible, autant pour l'air, ça ne va pas du tout être la même chose. Et vous allez avoir que le changement dans la pression globale va faire que l'air va occuper plus de place et la densité, la base volumique notamment, va chuter et donc on n'aura pas ce problème-là. Parce que si on regarde ça, si c'était constant, on se rend compte que 1 bar, c'est la pression au niveau du sol. Une fois qu'on a perdu 1 bar, on est à 0, on est dans le vide. Ça veut dire qu'à 10 km d'altitude, on ne devrait plus avoir d'atmosphère. Donc on va pouvoir faire un modèle un petit peu plus précis d'atmosphère, mais c'est déjà une bonne idée de se dire que la pression au niveau du sol, c'est simplement parce que vous avez 10 km d'air au-dessus de votre tête à masse volumique constante, et puis un peu plus si la masse volumique a le droit de devenir moins en moins importante. Mais ça me dit, donc à retenir là-dedans, donc sur 1 mètre, 10% de changement de pression dans l'eau, alors qu'il n'y a que 1000 fois moins, donc 0,01% dans l'air. Donc ce qu'il fallait retenir, c'était que sur 1 mètre, vous aviez beaucoup de changements au niveau de la pression dans l'eau, mais relativement peu dans l'air. Donc quand vous avez une piscine d'eau, il faut considérer le changement de pression qu'il peut y avoir entre la surface de la piscine et le bas de la piscine, alors que quand vous avez toute une pièce qui est remplie d'air, en règle générale, ça ne vaut pas la peine de prendre en compte le changement. Bien sûr que si vous descendez sous 10 km d'eau, vous avez une augmentation de pression qui est de l'ordre de 1000 bars, ce qui veut dire que quand vous avez un sous-marin, il a intérêt d'être plutôt solide pour pouvoir survivre dans ces eaux-là. Alors, on va prendre maintenant le temps de regarder qu'est-ce qui va se passer en particulier dans l'air, dans l'atmosphère, d'ailleurs dans un premier temps, et ensuite un petit peu dans les liquides. Donc comment est-ce que cette loi fondamentale de l'hydrostatique peut être utilisée et correctement implémentée pour voir ce qui se passe. Donc dans le premier cas, ça va être la pression dans un gaz, et en particulier le fameux modèle de l'atmosphère isotherme. Alors il faut bien savoir que ce modèle-là, si vous avez un sujet de concours qui traite à un moment ou à un autre de loi fondamentale de l'hydrostatique, vous êtes quasiment assuré d'avoir le modèle de l'atmosphère isotherme, en tout cas dans le premier modèle, et puis après on va s'amuser avec une atmosphère adiabatique, avec une atmosphère avec plus ou moins de suppositions. Mais ce modèle de l'atmosphère isotherme, il faut que vous sachiez le refaire quasiment les yeux fermés, ou du moins de manière très autonome. Alors, ce qui est important de savoir, on va reprendre ici, ce qui est important de savoir pour le modèle de l'atmosphère isotherme, c'est qu'on fait deux hypothèses. Deux hypothèses principales. Alors, la première, qui est une très bonne hypothèse, c'est de considérer l'atmosphère comme étant un gaz parfait. Donc l'atmosphère, c'est un gaz parfait. Alors bien sûr, on reverra notamment dans le prochain chapitre, on va démontrer la loi du gaz parfait, le fameux PV égale nRT. On verra que pour le démontrer, il faudra supposer que toutes les particules sont identiques. Vous savez que dans l'atmosphère, les particules ne sont pas toutes identiques. Il y a du diazote, du dioxygène, mais on peut généraliser ça, on peut le mettre ensemble et montrer qu'en fait c'est un gaz parfait avec... il suffit de prendre... Ça ne dépend pas de la nature des particules finalement, et donc il suffira de compter le nombre de moles de particules que vous avez. Et donc,
localement, on va avoir la relation PV égale nRT. Si vous prenez un volume pas trop grand de gaz, il est à une certaine pression P. Le fait qu'il soit pas trop grand vous dit à peu près, si vous prenez par exemple 1 mètre de gaz, il y a une variation de 0,01% de la pression, donc la pression est bien définie, il vaut la même chose partout. La température, ça va être pareil, et donc on va pouvoir supposer que pour chaque petit volume de gaz qu'on va considérer, on a un PV égale nRT qui est bien vérifié. Donc ça, c'est une bonne hypothèse qui est bien vérifiée en règle générale. La deuxième hypothèse est déjà beaucoup plus discutable, c'est qu'on va supposer le caractère isotherme. Isotherme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la même isotempérature terme, la même température partout. Ça veut dire que quelle que soit l'altitude Z à laquelle vous vous placez, la température du gaz que vous regardez vaut toujours la même température T0. Et ça, on sait que très clairement, c'est pas vrai, puisque quand vous êtes dans la plaine alsacienne, vous avez une certaine température de base, et puis quand vous montez en altitude, par exemple dans les Vosges, vous savez que en règle générale, ça se rafraîchit à raison de 1 degré tous les 0,2 ou 0,3 degrés tous les 100 mètres, et c'est pour ça que vous avez une baisse de température. Quand vous êtes à 10 km d'altitude dans un avion, en extérieur il fait moins 55 degrés Celsius, donc le caractère isotherme de l'atmosphère est très clairement très discutable, mais ça va nous permettre de simplifier pas mal les équations, notamment la résolution de l'équation différentielle, pour un résultat qui est quand même, qui nous donne une bonne idée de comment est-ce que cette atmosphère, cette pression va évoluer dans l'atmosphère. Donc on va sacrifier un peu à la précision pour avoir quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Alors, comment est-ce qu'on va se souvenir de ce qu'il faut faire? Le point central de la démonstration, c'est la détermination du ρ. La détermination de la masse volumique de votre système. Comment est-ce qu'on peut obtenir la masse volumique pour le gaz parfait? Bon alors, on va revenir à la définition. La définition de la masse volumique, c'est quand je prends une certaine masse dans un certain volume V, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. C'est la masse par unité de volume. Alors, cette masse, on va utiliser un tout petit peu de chimie, qui dit que la masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Donc, je vais noter grand M, la masse molaire du gaz. Pour du diazote, c'est 28 grammes par mol. Pour du dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Il y a plus de diazote que de dioxygène. En moyenne, on aura une valeur de 29 grammes par mol, divisé par le volume. Et là, je fais apparaître mon hypothèse de gaz parfait, puisque ça c'est M multiplié par N sur V, et l'hypothèse de gaz parfait me dit que N sur V c'est P sur RT. Donc ça s'écrit MP sur RT. Il faut se souvenir juste là, mon moyen mnémotechnique, que ça fait intervenir vos copains MP. Et si on fait l'application numérique au niveau du sol, donc au sol, avec une température T0 de l'ordre de 15 degrés Celsius et puis une pression de 1 bar, en pensant bien à tout remettre en unité du système international, c'est-à-dire la masse molaire en kilogrammes par mol, la pression Pascal et pas en bar, la température en Kelvin, vous arrivez à une masse volumique de l'ordre de 1,2 kg par mètre cube. Ça, c'est ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, qui nous a permis de déterminer la variation de pression en fonction de l'altitude, déjà dans une première approximation. Et donc ça, c'est avec un P qui vaut 10 puissance 5 Pascal et une température T de 288 Kelvin, c'est-à-dire à peu près 15 degrés Celsius. Bon, alors, une fois qu'on a réussi à écrire ce bout-là, c'est très facile. On applique la loi fondamentale de l'hydrostatique. La loi fondamentale de l'hydrostatique. Et cette loi fondamentale de l'hydrostatique, elle me dit quoi? Elle me dit dP sur dz, la variation de pression en altitude, c'est moins, parce que ça diminue à mesure qu'on monte, moins ρg,
Je remplace l'euro par MP sur RT. Je le réoriente juste, donc ça me fait du moins MG sur RTP. Et là, j'ai une équation différentielle qui fait intervenir juste la pression dP sur dZ plus mg sur RTP égale 0. Équation différentielle du premier ordre en la pression. Pour le moment, je n'ai utilisé que mon hypothèse de gaz parfait à cet endroit-là. Et c'est la seule dont j'ai besoin à ce niveau-là. Là, j'ai une équation différentielle. Pour pouvoir la résoudre facilement, il faut que je connaisse la dépendance en Z de ce truc-là. Et le plus simple, ce serait que ça ne dépende pas de Z. Donc, et ça tombe bien, comme on a posé que T, il valait T0, c'est-à-dire une constante, que G, bien entendu, c'est une constante, c'est-à-dire que on va supposer que sur la dizaine de kilomètres où on va regarder notre modèle, G est relativement uniforme. Alors on pourra faire un exercice où G est supposé non uniforme, voir ce que ça donne. On se rendra compte que finalement, en fait, ça a moins d'influence que l'hypothèse d'isothermicité. Donc l'hypothèse isotherme. La masse molaire est une constante, ça veut dire que la composition de l'air est la même au niveau du sol ou en altitude, ce qui est vraiment plutôt correct de nouveau comparé à l'hypothèse isotherme. Et bien sûr, R, la constante des gaz parfaits, est une constante. Donc finalement, tout ça, c'est une constante. Si c'est une constante, c'est une équation différentielle du premier ordre, et je peux la résoudre en obtenant P de Z sous la forme d'un A exponentiel moins mgz sur RT. Ça, vous savez, hein, c'est A fois l'exponentielle de la primitive de ce qui est devant et la primitive de moins la primitive, et la primitive fait apparaître ça, mgz sur RT. Donc, j'ai une première expression de ma pression. Alors, avec ça, il suffit de dire que on a une pression en Z égale 0 qui vaut P0, qui vaut généralement la pression standard notée à 1 bar. Et ça vous donne A directement, hein, puisque vous voyez que en Z égale 0, j'ai A fois exponentielle de 0 qui me fait 1. Donc, finalement, j'ai A directement, d'où une expression explicite de P en fonction de Z en partant avec Z égale 0 au niveau du sol, sous la forme P0 exponentielle moins Z sur H0. Je vais essayer de l'exprimer comme l'exponentielle moins T sur taux dont on a l'habitude, avec H0 qui s'écrit RT0 sur Mg. La question, c'est que vaut ce H0. Alors, quand on fait l'application numérique avec H0, bon, vous savez que R, c'est 8 314, on va dire 8. T, 288 Kelvin, je ne vais pas m'embêter, on va dire 300. La masse molaire, c'est 29 grammes par mol, là non plus, je ne vais pas m'embêter, on va dire 30 grammes par mol. Et après, GG, et G, c'est 9,80, c'est-à-dire 10. 30 fois 10, ça fait 300. 300 divisé par 300, ça fait 1. Il me reste 8. Normalement, je suis dans les unités du système international. Ça me donne des mètres. Alors là, il y a un souci. Il y a un fort souci, parce que là, ça veut dire que le samedi matin, à l'époque, quand vous étiez en F501, vous êtes mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à 5 étages, vous êtes, allez hop, à entre 20 et 30 mètres. Donc, entre 2, 3 fois ça, exponentielle de moins 3, exponentielle de moins 3, il ne reste pas grand-chose, il reste 5%. 5% de l'oxygène, et notamment, puisque c'est ça qui nous intéresse, de l'atmosphère en règle générale, quand vous êtes en F500. Et là, non, normalement vous avez survécu jusque-là, donc ça veut dire que j'ai fait une erreur. Alors, où se cache l'erreur? L'erreur, elle est dans l'habitude qu'ont les chimistes d'utiliser des grammes par mol, alors que la bonne unité dans le système international, c'est le kilogramme.
Et alors c'est sûr que pour les chimistes, le gramme est beaucoup plus adapté, donc c'est pour ça qu'ils l'utilisent, mais nous, on va devoir utiliser le kilogramme. Et donc, ça veut dire que 30 grammes par mol, c'est 30 10 moins 3 kg par mol. 1 divisé par 10 moins 3, ça fait du 10 puissance 3, et 10 puissance 3, ça me fait mètre, ça fait 1 km. Et donc on se retrouve avec du 8 km. Et ça c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus correct. Ça veut dire qu'en haut de l'Himalaya, vous avez que 1/3 de la pression au sol. 1/3 de la pression au sol, pourquoi? Parce que l'Himalaya, c'est à peu près 8 km de hauteur. Que à 8 km, vous avez du exponentiel de -1, que exponentiel, c'est à peu près 2,7, donc à peu près 3. Et donc, il vous reste 1/3 de la pression. C'est la raison pour laquelle les hélicoptères commencent à avoir du mal à voler à cette altitude, parce qu'il n'y a tout simplement plus assez d'air pour s'appuyer dessus. C'est la raison aussi pour laquelle vous avez que les gens qui font l'ascension de l'Himalaya, en règle générale, ils ont une bouteille à oxygène pour pouvoir respirer correctement, pour avoir suffisamment d'oxygène, parce que vous en avez tout simplement 3 fois moins et vous avez les mêmes dépenses énergétiques, donc vous devriez respirer 3 fois plus souvent pour réussir à avoir ça. Et comme vous respirez plus, vous utilisez plus d'énergie et donc en fait vous devez respirer plus et en règle générale ça pose des soucis. Donc cette expression là, c'est une expression qui est importante et qui demande à savoir, enfin vous devez savoir la retrouver très facilement. Alors maintenant, je vais faire une toute petite parenthèse pour parler de ce qu'on appelle la statistique de Boltzmann et vous montrer qu'en fait, elle apparaît là-dedans, ce qui fait que ce modèle d'atmosphère isotherme est particulièrement intéressant. Alors, quand on regarde la masse volumique en fonction de Z, la masse volumique, comme c'est MP sur RT, le T il reste constant, le P c'est le P de Z, donc je me retrouve avec du MP0 sur RT0 exponentielle moins Z sur H0. Donc en fait je me retrouve avec du ρ0 exponentielle moins Z sur H0. Donc la masse volumique dépend de la même manière de l'altitude que la pression, puisqu'elle est tout simplement proportionnelle à la pression. Si je m'intéresse à une quantité qu'on va appeler n étoile, qui est le nombre de particules divisé par le volume, vous savez que le nombre de particules, c'est le nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro divisé par le volume. Et on a déjà montré tout à l'heure, utilisé que n sur V, c'est P sur RT, donc j'ai le nombre d'Avogadro multiplié par P de Z sur RT, 0. Et ça, étant donné que si je le remplace de nouveau avec ce terme-là, ça me fait du NA, P0 sur RT0, exponentielle moins Z sur H0. Donc, j'ai un N étoile qui lui aussi s'écrit la valeur au niveau du sol fois exponentielle moins Z sur H0. C'est ce qui est sympa avec ce modèle de l'atmosphère isotherme, c'est que tout évolue de la même manière. Alors, je vais reprendre ce truc-là et je vais remplacer l'expression de H0. Pourquoi? Parce que on va voir apparaître quelque chose de particulier. Ça me fait du N0 exponentielle moins mgz sur RT0. Bon. Or, la masse molaire, c'est la masse d'une mole de particules d'air. Et une mole, c'est exactement un nombre d'Avogadro. Donc, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse d'une molécule que je vais noter masse microscopique comme ça avec un petit mu en indice. Donc, cette mole d'air va avoir... quand je le remplace là, pardon, il y a aussi une autre constante, la constante des gaz parfaits. La constante des gaz parfaits, elle peut s'écrire ce qu'on appelle la constante de Boltzmann fois le nombre d'Avogadro. Ça, c'est la constante de Boltzmann. C'est une constante que Boltzmann
Ludwig de son prénom, avait introduit dans sa théorie atomiste, à l'époque où le fait que la matière est constituée d'atomes était totalement, comment dire, mis de côté par les têtes pensantes des différentes académies, et donc on ne croyait pas du tout à ce complotisme atomiste, le fait que en fait vous avez des atomes. Donc cette constante de Boltzmann, elle apparaît dans ses calculs à un moment, et il se rend compte, et on va le démontrer dans le prochain chapitre, qu'il y a un lien entre la constante de Boltzmann et la constante des gaz parfaits, et ce lien, le voici. Ben, quand je les remplace, vous voyez que M sur R, la constante d'Avogadro se simplifie, il me reste juste du mu. D'où, en remplaçant et en simplifiant, j'ai n étoiles qui vaut n0 exponentielle moins mgz sur kbt. Alors, mgz c'est quoi? mgz, c'est une énergie. C'est l'énergie potentielle de pesanteur pour une molécule de masse mu. C'est là où on suppose plus ou moins que votre atmosphère a les mêmes particules partout. Après, on peut faire un modèle multimasse, mais pour la simplification, c'est plus simple comme ça. Donc, mgz, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et kbt, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique d'agitation. C'est le fait que, avec la température, ben en fait, vos molécules sont en train de se balader un petit peu et de se taper dessus les unes sur les autres. Et ces frappes vont faire que les molécules peuvent compenser en partie la distribution qui est due à l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, ce facteur-là, le facteur en exponentielle moins énergie potentielle divisé par kBT, ou kT, c'est ce qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Il apparaît dans beaucoup de modèles statistiques, on appelle ça aussi la statistique de Boltzmann, et ça vous détermine en fait la probabilité que vous avez d'être dans un état d'énergie donné. Quand on sera en mécanique quantique, on va voir que les états d'énergie sont quantifiés, c'est-à-dire qu'on peut avoir que certains niveaux d'énergie, et en fait, plus la température va être élevée, plus certains électrons vont avoir une probabilité de plus en plus grande d'être sur des niveaux d'énergie donnés. Et donc, quand si vous comptez tous les électrons, parmi tous les électrons, vous pouvez prédire combien à tout instant il y en a dans chaque niveau d'énergie. Et vous voyez ça. Alors, on peut faire une petite image. Je vous ferai la petite image après. D'abord, on va terminer. Si on suppose qu'on a des niveaux d'énergie discrets, alors discrets dans le sens, il n'y en a que certaines valeurs qui sont possibles, EI et EJ, donc de valeurs énergie EI et d'énergie EJ. Alors, on va pouvoir dire que les populations dans les niveaux I comparées à la population dans le niveau J, va être proportionnelle à ce facteur de Boltzmann. Donc là, j'ai du EI sur kBT divisé par exponentielle moins EJ sur kBT. Et donc, je vais pouvoir faire apparaître du exponentiel moins la variation d'énergie EI moins EJ divisé par kBT. Donc, connaître l'énergie qu'il faut en plus, par exemple, pour être à un tel endroit, bah, ça me dit le rapport du nombre de personnes qui pourront être dans tel ou tel état. Et ça, si vous retenez juste ça, c'est un point qui vous permet de prédire pas mal de choses. Quand vous connaissez rien de spécial sur le système, mais vous avez juste des informations sur il existe des niveaux d'énergie et à côté vous avez le fait que vous
vous avez que la température va avoir un rôle dans l'uniformisation de la distribution des différentes particules dans ces niveaux d'énergie, vous pouvez appliquer la théorie de Boltzmann et obtenir une information correspondante à ça. Voilà, alors pour faire une petite vision imagée, on va dire. Alors, dans cette vision imagée, imaginez-vous, vous allez vous marier. Alors, il existe une tradition qui est que quand le jour du mariage, vous avez le témoin ou les meilleurs amis, qui vous voulez, qui s'arrangent pour piquer les clés de l'appartement des jeunes mariés et qui vont remplir cet appartement de ballons. Donc, vous prenez, vous soufflez, vous mettez des ballons et alors du coup il y a des ballons partout. Donc, du coup, quand le soir les jeunes mariés arrivent, ils se retrouvent avec un salon qui est absolument rempli de ballons. Vous avez pour 1 mètre de ballons. Alors les ballons, ça va être nos particules. Quand les jeunes mariés arrivent, la température est nulle, il n'y a pas d'agitation puisque ça fait plusieurs heures que tout le monde était en train de faire la fête et donc il n'y a absolument rien, mis à part le chat peut-être, pour mettre de l'agitation dans vos ballons. Donc vos ballons sont simplement posés au sol comme ça. Bon. Ça correspond en termes de distribution de Boltzmann à une température nulle. Si la température est nulle, je divise par 0, ça me fait exponentielle de moins l'infini, ça me fait 0. Donc tout état qui correspond à une énergie non nulle, non fondamentale, va être infiniment peu probable, et donc vous ne voyez pas de ballon qui se balade à cet endroit. Donc ça, c'est à t égale 0. Quand vous rentrez les mariés, donc ils se retrouvent à essayer de trouver un chemin parmi les ballons, ils rajoutent de l'agitation parmi les ballons. Et là, si le marié est un tout petit peu physicien, il peut en profiter en se disant « Tiens, on va essayer de regarder si M. Fleck disait pas des bêtises quand il parlait de ses histoires de Boltzmann. » Et pour faire ça, il va se mettre à bouger à l'intérieur des ballons, à fournir une certaine agitation thermique. Donc vous le voyez en train de brasser les ballons comme ça. Au bout d'un moment, sa femme, qui est restée dans l'encadreur de la porte à le regarder en train de faire des grands mouvements de bras, se dit « Tiens, c'est bizarre, parce que quand je regarde le système et que je découpe en gros ce que je vois, c'est-à-dire la pièce, elle est comme ça, et je vais dire, hop, je vais la découper en plusieurs zones. Eh bien, à tout moment, si je prenais des photos successives, je verrais à peu près la même chose. Mon mari en train de faire le zouave au milieu, et des ballons un peu partout, avec, si je compte, il va y avoir peut-être un demi-ballon là-haut. Ensuite, on en aura peut-être un peu plus 2 dans cette zone-là. Ici, on va en avoir 3 ou 4, et à mesure que je descends, j'ai de plus en plus de ballons. C'est-à-dire que la distribution de ballons va être de moins en moins importante à mesure que vous montez, parce que à mesure que le marié est en train de ramener des ballons en l'air, ces ballons tombent, retombent, et donc il n'y a qu'un certain rythme auquel il arrive à envoyer les ballons en l'air, et donc à tout moment, il peut y avoir que peu de ballons relativement hauts, et s'il s'excite beaucoup, c'est-à-dire si les mouvements de ses bras sont très importants, il va avoir beaucoup de ballons en l'air, donc il aura une température plus importante dans la pièce, et donc une distribution qui va suivre la distribution de Boltzmann, qui dit que plus vous montez haut en altitude, moins la probabilité d'avoir un ballon va être importante. Donc si vous comptez les ballons qui sont dans chaque strate, vous allez avoir des rapports normalement qui vont se rapprocher de là, à condition que le chauffage et donc la température globale, l'agitation thermique globale de votre système soit bien homogène. Voilà, alors ça c'était mes petites histoires de ballons.
Et on va passer au dernier point pour avoir des idées claires sur ce que c'est que la pression, c'est la pression dans les liquides. Alors, je ne ferai certainement pas tous les exemples, on continuera ça à la fin de l'année, mais il y a au moins besoin d'avoir une notion de comment est-ce qu'on peut faire un manomètre, parce que tout simplement, on risque de l'utiliser, notamment en TP, pour faire des petites expériences. Bon, alors le liquide, contrairement au gaz, le liquide, il est quasiment incompressible. Quasiment incompressible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez que le ρ, la masse volumique, reste constante. Et si elle est constante, ça va nous simplifier la vie dans l'équation, dans la loi fondamentale de l'hydrostatique. J'avais dp sur dz égale moins ρg. G, il est constant, on ne va pas utiliser des liquides sur une centaine de kilomètres, donc il n'y a pas de raison que l'accélération de la pesanteur varie beaucoup. Et ρ, là maintenant, il est constant aussi. Vous avez beau prendre 10 km de flotte, donc par exemple au-dessus de la fosse des Mariannes, les rares sondes qu'on a réussi à envoyer là-dedans nous donnent une expression de la pression qui correspond tout à fait au caractère incompressible. Donc même avec 1000 bars de pression, on a toujours que la masse volumique de l'eau vaut à peu près celle qu'elle a en surface. Ça ne change pas grand-chose. Et donc ça, c'est constant. Là, c'est facile. J'ai une pression, une fonction pression P de Z dont la dérivée est constante. Ça me donne directement que le P de Z, il s'écrit moins ρgz plus une certaine constante. Voilà. Alors le mieux pour le retenir, c'est peut-être l'expression P de Z plus ρgz qui est égale à une constante. Et cette constante est à déterminer en fonction de ce que vous savez. Il existe un Z pour lequel, selon les systèmes, vous allez avoir des informations. Et donc vous connaissez la pression, vous écrivez ça, votre constante, elle vaut ce qu'elle vaut pour ce Z-là, et c'est bon. Alors, si on a deux points A et B, vous êtes dans un liquide comme ça, hop, vous avez un point A ici, un point B là, et puis vous avez les Z de telle sorte qu'il y a un ZB et un ZA, ça veut simplement dire que la pression en A plus ρgza est égale à la pression en B plus ρgzb, puisque les deux sont égaux à la même constante. Donc, la pression en A, c'est égal à la pression en B plus ρg, la différence, zb moins za. Et vous voyez, j'ai toujours mis z vers le haut, parce que c'est lui qui détermine le moins qui est ici. Vous voyez que quand je suis en dessous dans mon liquide, la pression est plus élevée. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours vérifier dans les exercices ou dans les raisonnements pour pouvoir s'y retrouver. Si ZB est supérieur à ZA, PB doit être inférieur à PA, et puis vous rajoutez le terme qui correspond en fait qui va être le poids par unité de surface du liquide qui a réussi à arriver là. Et pour faire ça, il suffit que vous soyez dans le même liquide. Donc ça, c'est dans le même liquide. Et il suffit par contre que vous ayez un fil, le liquide soit ininterrompu entre deux points. Et même si les points ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, tant que vous pouvez rester et suivre une ligne qui relie les deux points en étant dans le même liquide, vous avez le droit d'utiliser ce truc-là, ou alors cette expression-là, selon ce que vous préférez. Si jamais il y a plusieurs liquides, il va falloir aller jusqu'à l'interface, ensuite réutiliser par rapport à l'autre interface par la suite. Donc ça, alors pardon, c'était le petit a, ici, formule générale. Et donc, si le chat veut bien me laisser prendre mon stylo, on a cette formule générale. Alors on va prendre 2 ou 3 exemples, deux exemples, le manomètre à liquide et le baromètre à mercure. Donc,
un manomètre à liquide, c'est un manomètre qui vous permet de mesurer la différence de pression qu'il va y avoir entre deux boîtes qui contiennent a priori des gaz, d'autres fluides. Donc c'est un truc qui est comme ça. Alors les deux boîtes n'ont pas besoin d'être au même niveau. Vous avez une boîte qui a la pression P1, une boîte qui a la pression P2. Et à l'intérieur, vous avez un liquide, hop, dont vous pouvez voir. Donc vous avez un liquide de masse volumique ρ du liquide. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue intuitif, vous pouvez dire que le système qui est là, alors bien sûr il faut que les tuyaux soient petits comparé à ça pour que le fait que ça rentre dans les tuyaux, ça n'empêche pas. Enfin bon, de toute façon, si on veut avoir l'information là-dessus, après, de toute façon, la pression qui est mesurée, c'est la pression dans l'ensemble de ce système-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire intuitivement? C'est que dans la première boîte, ça pousse plus là-dessus que dans la deuxième boîte. Donc la pression P1 doit être supérieure à la pression P2. On va poser un point A ici, un point B là. Vous avez que la pression en A, c'est-à-dire en dessous de A, c'est en fait égal aussi à la pression en A+. Parce que quand vous avez une interface, cette interface est soumise uniquement aux forces de pression du haut et du bas. Elle n'a pas de masse, l'interface, donc il n'y a pas de poids. Et puis vous êtes juste en train de pousser en haut et en bas. Donc si les deux pressions n'étaient pas les mêmes, ça bougerait, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc étant donné qu'on suppose qu'on est à l'équilibre, on a cet équilibre-là. Et cette pression PA+, c'est la pression P1. De l'autre côté, vous avez de la même manière que la pression en B- c'est égal à la pression en B+, et cette pression en B+, c'est P2. Donc là, on appelle ça simplement la pression en B, et ça, on appelle ça la pression en A. Maintenant, là, vous avez une différence d'altitude H entre A et B. On peut dire que PA, c'est égal à PB plus ρGH. Donc c'est une utilisation de cette formule-là, mais je peux presque l'affirmer directement, parce que étant donné qu'elle est plus bas, je regarde PB, mais je pourrais prendre un point intermédiaire ici qui est plus bas dans le liquide, donc forcément une pression supérieure, la pression en A doit être supérieure à la pression en B, et si vous êtes à la même altitude, ce truc-là vous dit, si le Z est le même, le P de Z est le même, puisque j'ai la même constante dans les deux cas, et j'ai bien un flot ininterrompu de liquide. Donc, vous pouvez mesurer votre pression P1 comparée à votre pression P2 et mesurer la différence de pression qu'il y a entre les deux. P1 moins P2, c'est ρGH. Et donc, selon le liquide que vous mettez, vous pouvez, en mesurant ce H, obtenir une pression plus ou moins importante. Alors, la deuxième chose, qui est bon à savoir, c'est le baromètre de mercure. Alors mercure, c'est un matériau absolument fascinant. C'est un métal conducteur, liquide à température ambiante, donc qui se comporte comme un liquide, il bouge tranquillement, et qui par contre est relativement dense, il est 10 fois plus dense que l'eau, donc c'est assez impressionnant de manipuler du mercure. Et il fut un temps où on faisait pas mal d'expériences avec le mercure avant de se rendre compte que c'est relativement dangereux, ça rend fou en particulier. Donc si jamais vous faites une expérience avec du mercure, je vous conseille de mettre des gants, faire attention et tout ça. Même après les vapeurs de mercure, on s'est rendu compte que c'était aussi dangereux et qu'il valait mieux fortement éviter. Donc maintenant par exemple tous les thermomètres qui dans le temps utilisaient le mercure pour ses capacités dilatatoires sont avec de l'alcool ou avec autre chose que du mercure. Donc l'idée est la suivante. Vous prenez un bain de mercure, dans le sens où vous prenez une étendue avec du mercure, et puis vous mettez dedans un tube
creux en verre qui est fermé d'un côté. Et donc il est entièrement rempli de mercure. Vous débrouillez pour que tout l'air qui aurait pu être à l'intérieur disparaisse. Donc il est plein de mercure. C'est ce qu'on appelle l'expérience de Torricelli. Du monsieur Torricelli qui du coup a son unité de pression, le torr, qui est plus ou moins relié au mercure. Il y a une autre unité de pression qui va être le millimètre ou le centimètre de mercure, et on va justement voir à quoi ça correspond. Donc, une fois que on redresse ce bain, donc on redresse notre système. Alors, je vais faire comme si j'avais droit à deux tubes. Donc vous avez le mercure qui est là, donc qui est à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une certaine hauteur pour laquelle le mercure s'arrête. C'est-à-dire que quand vous le redressez, il ne veut pas aller plus haut que cette hauteur-là. Et cette hauteur-là, c'est à peu près 76 cm pour les conditions habituelles de température et de pression. Principalement de pression. Alors d'où est-ce que ça vient ça? Ça vient que le mercure, il est à quelle pression? Si je regarde ici, je mets un point A, ici je mets un point B. Donc je vais mettre un H comme ça. Le mercure ici, on n'a que la pression en A, c'est la pression atmosphérique. L'atmosphère qui est en train d'appuyer tranquillement sur votre mercure. Et la pression en B, étant donné que me suis débrouillé pour qu'il soit entièrement vide, enfin entièrement plein de mercure. Il ne peut pas y avoir d'air là-haut. Donc le trou que je vois, il ne peut y avoir que du vide. Il n'y a rien du tout. Alors en pratique, il y a des petites vapeurs de mercure, mais c'est très 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 faible. La pression de vapeur saturante de mercure est très très faible. On le verra plus tard. Et ça veut dire que j'ai une pression au niveau de B qui est censée être nulle. J'ai rien du tout. Donc rien qui appuie, on verra dans l'interprétation cinématique de la pression, rien qui appuie, donc c'est vide. Là, c'est tout simplement vos 10 km d'atmosphère qui sont au-dessus, qui ont appuyé sur le mercure, ont réussi à le faire monter jusqu'à 67 cm, mais pas plus. Alors pourquoi? On réutilise de nouveau le PA égale PB plus ρ, alors le ρ du mercure, alors le mercure, le symbole c'est Hg, donc on va l'utiliser comme ça, GH, avec ce H là, pourquoi? Parce que là j'ai un flot ininterrompu de mercure qui va de A à B, donc j'ai le droit d'utiliser cette formule là, et ça me dit quoi? Étant donné que la pression en A c'est P0, la pression en B c'est 0, je me retrouve avec cette expression là. Et le H trouvé, c'est simplement la pression P0 divisée par le ρg du mercure. Le mercure ayant un ρ de 13 ou 14 tonnes par mètre cube, donc 10 puissance 3 kg par mètre cube, vous pouvez essayer de faire le calcul pour vérifier qu'on retrouve bien les 76 cm. Voilà, donc là on a maintenant une idée globale de ce que c'est la pression. Donc ça, vu d'un point de vue extérieur, un point de vue qu'on appelle phénoménologique. Dans le prochain chapitre, on va regarder un truc un peu plus en particulier de l'intérieur et d'où est-ce que la pression vient d'un point de vue statistique, cinétique plus exactement, avec les molécules qui tapent contre le mur, et la pression va être une représentation de la force que le mur exerce pour remettre les molécules et les garder à l'intérieur. Quand la pression est trop élevée, les molécules passent au travers de la paroi et éclatent votre pain.